on est parfait dans le timing. J'aimerais vous demander de me rejoindre, puisque nous allons avoir l'occasion de passer à différentes questions. Alors, le chat est possible pour les personnes qui sont à la maison. J'espère que vous êtes toujours là. Et vous avez l'occasion de nous écrire par le chat et de nous poser des questions, respectivement, nos différents intervenants. Nous avons reçu aussi passablement de questions de personnes qui soit sont présentes ou pas dans la salle. Donc, je me permettrai de nommer le nom de la personne qui a posé la question. Et vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions. On va un petit peu faire en sorte qu'on n'ait pas 20 000 questions, parce que ça sera là jusqu'à demain matin à 6 heures. Mais vous le savez qu'on a nos spécialistes qui seront là également à l'occasion de l'apéro. Donc, vous aurez l'occasion à ce moment-là aussi de leur poser vos propres questions. Mais ne vous en faites pas, durant ces 45 minutes de discussion l'on va avoir actuellement, vous aurez aussi l'occasion de prendre la parole. Alors, j'aimerais commencer par les Ladies First. Daphné Ruffenhardt, on a vu un programme assez ambitieux aussi dans le cadre 2040, 2050. Il y a deux échéances pour vous. Alors, une question qui vient de Petras Binden de Bienne. Pourquoi est-ce que la ville de Bienne va atteindre ses objectifs ambitieux? Va atteindre. Pourquoi est-ce que vous êtes persuadé que ça va le faire? Si ça dépendait que de moi. Et de votre équipe et de tout le monde, effectivement. Non, ça dépend justement de la population biennoise. En grande partie, vous avez entendu, 50% des chauffages, des émissions de gaz à effet de serre sont liées au chauffage des maisons biennoises et biennois. Donc nous appelons, ça fait plaisir que vous êtes ici, nous appelons vraiment la population à changer leur chauffage et de choisir une solution renouvelable. La ville de Bienne prend plusieurs mesures, vous les trouverez dans la stratégie climatique, il y a une liste de mesures que la ville de Bienne va prendre ces prochaines années, mais je ne peux pas promettre que la ville de Bienne va atteindre ses objectifs très, très ambitieux. Alors vous allez voir, les questions vont un petit peu dans tous les sens, ce qui est normal, parce que les questions sont venues un petit peu de toutes les directions. Je reste quand même un petit peu chez vous, Madame Ruffenhardt. Bon, peut-être que vous n'êtes pas la spécialiste, mais une petite tendance peut-être. On dit qu'à Bienne, il y a souvent beaucoup de vent, peut-être au bord de lac. Est-ce qu'il y a des projets qui sont prévus dans le cadre de cette stratégie mise en place à Bienne pour prendre ça comme ressource aussi? C'est un thème d'actualité parce que la région Zélande-Bienne a développé un plan directeur qui est actuellement en consultation chez les communes et chez les associations. Donc il y a un potentiel aussi à Bienne. Le Buttenberg offrirait une possibilité qui n'est bien sûr pas comparable à d'autres possibilités dans le Jura, mais où il y a quand même un potentiel. Donc ça va se discuter maintenant. On verra comment les communes, aussi comment la ville de Bienne va se positionner. Les discussions sont en cours, mais je ne pense pas qu'on va approvisionner une grande partie de la ville de Bienne avec une énergie liée au vent sur le territoire biennois. Ce qui impliquerait encore des éoliennes, des choses pas possibles qu'en fait avec quelques contres, certainement. C'est une question qui émanait de Bruno Berger de Bienne. Merci en tous les cas, Daphné, pour ce complément d'information. Je me tourne maintenant du côté de Olivier Ramler. Est-ce que ESB, pour laquelle vous travaillez, propose un package complet qui combine énergie solaire, pompe à chaleur, électromobilité? Alors malheureusement non, mais il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, alors par rapport aux installations, donc pour stations solaires thermiques, en fait, ESB subventionne, c'est-à-dire elle conforte donc les clients dans le fait de prendre ce choix. Par contre, le client après a la possibilité, bien sûr, de voir ça directement avec un installateur professionnel dans le domaine. Et ensuite, il y a le cas donc, des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, en fait, aujourd'hui, ESB n'a pas forcément trouvé une valeur ajoutée dans le contexte où tous les installateurs compétents sont directement à disposition avec les clients pour pouvoir fournir des solutions. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas forcément, on va dire, une place à jouer. Par contre, dans l'électromobilité, qui demande également l'installation de solutions de charge avec l'adaptation du réseau électrique et autres, là, dans ce cas-là, ESB propose des solutions, différents modèles de stations, mais différents aussi modèles tarifaires qui sont adaptés soit à des besoins privés, soit à des besoins semi-privés ou publics. Et par rapport à ça, il y a un panel de solutions à disposition où les clients peuvent se renseigner sur le site et après, bien sûr, nous contacter. Donc, ça veut dire que le client peut avoir aussi une solution à la carte, en fait? En fait, il y a différentes, on va dire, on pense toujours à la maison individuelle avec une station de recharge dans le garage, mais des fois, ça peut être un bâtiment où il y a des places de parking, et puis il y a plusieurs habitants, donc il faut avoir une station de recharge qui puisse charger pour plusieurs clients, il faut aussi gérer ces consommations, ou des fois, ça peut être dans une zone semi-publique, une entreprise qui met à disposition pour aussi des privés qui viennent de l'extérieur. Donc, pour tout genre de situation, on a des solutions adaptées. D'accord. C'était une question de Thorsten Libby de Bienne. Je voudrais me tourner du côté de M. Juvet.
quels sont les systèmes de chauffage qui pourraient être adaptés à des espaces qui sont très étroits, hein? Donc, il y a peut-être des situations qui ne sont pas toujours les mêmes, hein? Vous l'avez dit, expliquez vous-même, il faut l'expert qui vienne peut-être sur place. Donc, des espaces très étroits, des petites maisons mitoyennes. Est-ce qu'il y a plutôt des solutions pour des grandes maisons isolées? Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité par là? Alors, les petites maisons ont aussi le droit d'être chauffées par du renouvelable, Oui. bien sûr. Donc, petites maisons mitoyennes ou en chaînette ou vraiment collées les unes aux autres dans les centres-villes, ça serait le réseau de chaleur à distance qui serait l'idéal. Mais si on n'est pas dans un centre-ville ou dans une zone assez dense pour avoir la possibilité d'avoir un réseau de chaleur à distance, il faut regarder les autres possibilités. Donc, c'est vraiment de cas en cas. Les pompes à chaleur peuvent aussi peut-être aller, si c'est possible, mais ça va devoir être regardé. Et puis, les systèmes de chauffage au bois doivent aussi être mentionnés. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui. Donc, il faut vraiment redire, le chauffage au bois est et reste et sera toujours une excellente solution pour certaines maisons, la seule solution. Donc, pas forcément des bûches ou pas forcément des copeaux de bois, mais aussi, surtout pour les maisons individuelles ou les petits immeubles locatifs, c'est le chauffage aux pellets. Les pellets de bois, les granulés de bois compressés, ça substitue très bien du chauffage au mazout. Donc, si on a une petite maison avec du chauffage au mazout qui est quand même stocké à quelque part dans une citerne ou dans un local, eh bien, on peut assez facilement aussi passer avec un système de chauffage aux pellets. Christian Glauser, ce changement serait... Je peux ajouter quelque chose pour ne pas donner une image pas très claire ou pas complète concernant le chauffage à distance ou le chaleur à distance. Ce n'est pas seulement dans les centres-villes, aussi dans les communes et dans les centres des communes, il existe déjà des... Par exemple, à la Brévine, il y a un réseau de chauffage à distance. Ouais. C'est, si jamais il y a un besoin de chaleur localisé à un endroit qui est suffisant, dans ce cas-là, il y a un réseau qui peut être construit, et à partir du moment où le réseau est construit, tous les gens qui sont le long de la rue, ils peuvent être accordés. Mais ça veut dire que les gens doivent s'intéresser à ça. Et c'est la raison pour laquelle on fait aussi des débats, Exactement. savoir où c'est qu'on se renseigne, en fait. Alors, justement, à chaque fois, pour chaque commune qui ont été impliquées, en général, les communes sont renseignées par rapport à ça, ils vont diriger directement vers l'entreprise qui exploite le réseau. Et puis l'entreprise, à partir de votre adresse, elle peut très rapidement vous dire si vous êtes le long des conduites et sous quelles conditions on peut vous raccorder. Puis je pense, pour compléter ce qu'a dit M. Juvet, en termes de place, la station de transfert, le fameux échangeur et la commande, finalement, c'est aussi gros, voire plus petit qu'une chaudière à gaz. Et c'est pour ça que souvent, dans une chaudière à gaz, vu qu'il n'y a pas forcément la place pour stocker l'énergie telle que le pellet, ça va souvent être une situation qui va être assez idéale. Et c'est vrai que dans le cas du mazout, où il y a déjà une réserve disponible, et là, par contre, le pellet s'ajoute, parce qu'il y a la réserve, il y a l'espace disponible pour pouvoir faire la réserve de pellet. Alors moi, je fais maintenant celui qui n'a aucune idée. Hein. Si je me dis, allez, moi, j'ai maintenant un vieux machin que je vais me remplacer par du pellet, donc il faut mettre une installation en place. Combien est-ce que vous me donnez, M. Glauser? Combien est-ce que vous subventionnez? J'ai déjà mis les chiffres dans ma... Il y avait le pellet, non? Si vous avez un chauffage à mazout dans une immeuble familière, ou comme on a dit, on donne 6 000 francs pour ça. D'accord. Ouais. Donc le changement vaut la peine, Ouais. de toute façon. Bien. Une question encore avant de passer avec le public qui est dans la salle. Une question qui vient d'Eveline Petten de Lauenen. Je me chauffe à l'électricité. Dois-je changer? Si oui, quand? Notre commune a une petite usine hydroélectrique. Ne pourrais-je pas profiter de leur électricité? Je ne sais pas qui c'est qui veut. C'est adressé à vous, mais je ne sais pas si... C'est adressé à moi, mais je pense qu'il faut- M. Chuvet a déjà donné la réponse, mais je peux compléter. Donc, j'ai déjà donné Ouais. la date, 31 décembre 2031. Et puis, non, l'électricité de la centrale électrique ne pourra pas être utilisée pour faire du chauffage électrique parce qu'il y a un bien meilleur mode d'utilisation de l'électricité qui est une énergie noble et puis qu'on veut garder pour la force, pour l'énergie, pour la communication, pour la lumière et pour les pompes à chaleur qui ont un bien meilleur rendement que le chauffage électrique. Alors, dernière question qui vient de Presles et qui s'adresse à vous, M. Borel, de Thomas Yecki. Quelle est la pertinence des capteurs solaires hybrides électricité-chaleur combinés à une pompe à chaleur dans le cadre d'un immeuble locatif? Alors peut-être juste commencer par expliquer ce qu'on entend J'allais par le ces dire. capteurs hybrides. On connaît les capteurs solaires thermiques, on connaît bien maintenant aussi les capteurs solaires photovoltaïques. Les capteurs hybrides, c'est un mix des deux. Le but du capteur hybride, c'est de maximiser le rendement de fonctionnement de la partie photovoltaïque du capteur.
Un capteur photovoltaïque, plus vous mettez de soleil dessus, plus il vous rend d'énergie électrique. Ça, c'est logique. Par contre, il va monter en température, ce qui va faire baisser son rendement de conversion. Donc, pour 1 kWh qui va arriver depuis le soleil, plus il fait chaud, moins vous aurez d'électricité en retour. L'idée de ces capteurs mixtes, c'est de refroidir le capteur photovoltaïque, donc en créant de la chaleur. Et cette chaleur, après, il faut trouver le moyen de la valoriser. On n'est pas sur des températures qui nous permettent directement de chauffer la maison avec cette récupération. On va retirer de l'eau à 25-30 degrés. Couplé à une pompe à chaleur, ça peut faire du sens, à mon avis, dans un cas lié à des pompes à chaleur solo avec sonde géothermique. Pas avec des machines aéro pour une chose, c'est que les panneaux photovoltaïques, globalement, pour qu'ils vous apportent quelque chose, il faut qu'il y ait du soleil. Puis il faut que le soleil soit le plus haut possible sur l'horizon, donc en été. En hiver, même une journée de plein hiver, vous avez en gros 20 à 25% de la puissance que vous auriez sur une même journée en été. Donc, faire de l'énergie, récupérer de l'énergie en plein hiver, à basse température et une toute petite quantité, ce n'est pas vraiment valorisable avec une pompe à chaleur aéro. Ça peut l'être avec une pompe à chaleur seule eau, en disant cette eau à 30, 25, 30 degrés, je vais la réinjecter dans le terrain pour réchauffer mes sondes géothermiques et la petite zone autour de mes sondes géothermiques. On a fait une installation comme ça il y a maintenant 4 ou 5 ans dans le Val de Rue, qui fonctionne vraiment très très bien. Et avec ça, ils augmentent un petit peu le coefficient de performance, le rendement de leur pompe à chaleur, puisque les sondes sont réchauffées pendant l'été, plus que par le mouvement naturel de l'eau, des aquifères dans le terrain. Donc c'est un petit plus. Et puis ça maximise, par contre, ça optimise le rendement de leur capteur photovoltaïque. Très bien, merci pour ces explications un petit peu plus techniques, ce qui est normal également. Je vais donner la parole au public. Alors, on aimerait éviter d'avoir des cas très très personnels, de dire voilà, j'habite à la rue du Four 12 par exemple, mais plutôt d'ordre général, mais n'hésitez pas. Donc, vous serez à disposition après. Mais si vous avez une question maintenant, n'hésitez pas, je crois que c'est le fin moment. C'est toujours le premier. Voilà, monsieur, il y aura déjà 2 personnes. Monsieur, le micro arrive. Voilà. Merci. Bonsoir. Alors j'ai une question et une remarque à adresser au représentant de ESB, Monsieur Ramelard. Donc moi j'habite à Bienne dans le quartier des Tilleuls. Alors ma question c'est par rapport à l'avant-projet qu'il y avait eu dans le quartier du Petit Marais des Tilleuls pour un réseau de chaleur à distance, qui a été abandonné par ESB, malheureusement. Alors je salue tous les efforts pour les réseaux de chaleur à distance. Dans ce cas-là, ça n'a pas porté ses fruits. Nous avons été informés, mais relativement peu. On ne nous a pas expliqué exactement pour quelles raisons ce projet a été abandonné, ce que je trouve dommage, parce que peut-être qu'il y aurait eu des initiatives privées qui auraient permis de reprendre ce projet, de reprendre les informations, de s'en saisir et d'en faire quelque chose. Donc ça, c'est ma question. Pourquoi ce projet a-t-il été abandonné? Est-ce que c'est parce que les grands acteurs ou un des grands acteurs comme la clinique ou l'école n'avait pas pu ou pas voulu se joindre à ce pré-projet? Ma question. Ma remarque ensuite, c'est ce qui avait été fait aussi par écrit, nous n'avions pas eu de retour. Je pense que d'un point de vue crédibilité, pour ESB, ça vaut la peine de mieux informer les personnes intéressées à ce genre de réseau de chaleur à distance, parce que nous avions entendu relativement longtemps sans avoir d'informations, et je crois que c'est dommage, parce que ça risque de discréditer, on va dire, ces initiatives, alors que ça vaut la peine de s'y intéresser et d'en faire partie. Donc là, mon message, prenez, informez régulièrement des newsletters, sinon les gens risquent de vous lâcher, de ne pas vous suivre, de prendre la première solution qui leur passera à portée de main, et ça peut être dommage. Donc là, je pense qu'il y a un effort à faire. Ouais, j'apprécie que c'est une critique constructive qui peut nous amener à s'améliorer, mais je vous laisse quand même répondre par rapport à ce pré-projet qui a été un petit peu abandonné. Alors, le projet de Linde, en fait, justement, c'était un projet qui avait été établi par rapport au plan directeur énergétique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce cas-là, c'était un des premiers projets que ESB a voulu lancer. En général, on les lance si on voit qu'il y a quelques clients clés qui ont des besoins assez urgents. Et donc,
on s'est dit, bah, là, on voit qu'il y a 3-4 clients, donc c'est vrai qu'il y avait l'hôpital, donc des tilleuls, mais qui étaient intéressés par le projet. Et là, on a analysé les besoins. Et en fait, on a analysé les besoins et on a avancé avec 3 différentes variantes. Et on s'est dit, on va quand même, pour aussi essayer de maximiser les chances du projet, informer en amont les propriétaires, les gens qui habitaient donc, dans ce potentiel futur réseau, afin de pouvoir sonder les besoins. Et finalement, ce qu'on s'est rendu compte, malheureusement, c'est quand on a commencé après à consolider les données, à vérifier les consommations, à vérifier le coût de tracé des conduites, à vérifier les coûts des énergies disponibles. On a réfléchi à faire une centrale, on va dire, au copeaux de bois. Après, on a considéré d'utiliser la chaleur de la MUV. On s'est retrouvé dans un cas où est-ce que finalement, dans aucun des cas, on avait finalement réussi à atteindre un projet qui allait permettre de faire un tarif qui soit pour les clients intéressant et qui permette de faire en sorte que le projet il soit juste, on va dire, pour couvrir les coûts. Et c'est malheureusement dans ce contexte, et c'est là finalement aussi ASB a appris par rapport à ce projet, on s'est dit il ne faut pas informer trop tôt l'ensemble de la clientèle si les chances de réalisation du projet ne sont pas encore suffisamment confirmées. Et suite donc, à cette prise de décision, donc, il y a justement une information qui a été partagée donc, aux différents habitants. Et c'est vrai, vous l'avez dit, vous n'avez pas été assez souvent informés. La réalité est que finalement, quand on part d'un périmètre et après qu'on analyse les sources de chaleur disponibles, l'endroit où mettre la centrale, quels sont les principaux clients, sont-ils intéressés, sous quelles conditions, une fois qu'ils sont considérés, qu'ils sont d'accord, comment est-ce qu'on définit donc, le réseau. Finalement, ces étapes-là, on a décidé aujourd'hui aussi de dire on le prépare de notre côté. Et quand on est sûr des conduites, dans ce cas-là, là maintenant, on informe la population. Et quand on vient, on dit on vient parce qu'on va construire ici d'ici 1 an, 2 ans. Et comme ça, vous avez le temps de vous renseigner, de faire des comparatifs, et puis de pouvoir attendre, décider de vous raccorder. Et c'est vrai que dans le cas de Ligne 2, on a peut-être voulu informer trop tôt. Et malheureusement, ce n'est pas concrétisé. Et c'est pour ça que dans les autres projets, on informe les clients une fois qu'on a pu concrétiser toutes les données du projet. Merci pour ces explications. On a encore une deuxième question. Le micro va... Voilà, ici. Bonjour, moi c'est juste une question plutôt pour la ville de Bienne. On a parlé en fait des subventions du canton, mais est-ce que la ville de Bienne elle-même propose également des subventions pour le renouvellement du chauffage? Pour l'instant, malheureusement pas. Et pour l'instant, la situation de la ville de Vienne est assez difficile, la situation financière est assez difficile. Nous attendons les résultats du programme d'assainissement des finances du conseil municipal. On a un trou budgétaire de 25 millions par année. D'ici 2026, il faudra remplir ce trou, soit faire des économies, soit plus d'entrées fiscales ou d'autres entrées. Donc pour l'instant, la ville de Bienne n'offre pas de subventions, mais c'est un thème qui est depuis des années sur la table. On est toujours en discussion pour regarder les possibilités qu'on aura. Donc, une fois qu'on trouve une possibilité, on va proposer ça. Merci. On sera tous, bien sûr, à l'écoute de ce qui se passe au niveau politique biennois, mais ça, c'est un autre sujet. Merci. Concernant les subventions, j'ai une remarque, parce qu'il existe un site internet www.energiefranken.ch, je ne sais pas si c'est traduit en français, mais energiefranken.ch, là, vous trouvez toutes les subventions de le canton et les autres subventions, c'est collecté là, et c'est aussi par, à mon avis, c'est avec le code postal, vous trouvez toutes les subventions dans votre région, dans votre commune, de toutes les organisations qui existent et qui donnent des subventions. Merci. David Steinman, qui je pense est chez lui à domicile et qui suit avec intérêt ces interventions, nous pose une question. En résumé, il y a les pompes à chaleur, le chauffage au bois et le réseau de chaleur à distance. Y a-t-il encore d'autres solutions? Alors l'énergie solaire est toujours un plus qui peut, dans certains cas, devenir une part importante. Ça dépendra de la maison et ça dépendra de la propension à mettre beaucoup d'énergie solaire sur la maison. Mais avec ces possibilités-là, on a fait le tour. D'accord. Donc, c'est raison de plus de faire appel à vos services d'experts pour dire, OK, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité qui correspond vraiment à mes attentes? C'est un petit peu ça. Bien. Nous avons également une question de Jacques. Allez, je dirais Jacques parce qu'il n'y a pas le nom de famille, moi qui s'appelle vraiment Jacques The. C'est possible, oui, OK. Bonjour Jacques. Quelle est la puissance, alors là c'est un petit peu technique, quelle est la puissance en kilowattheure de la pompe à air, la PAC, la pompe à chaleur RO utilisée dans l'exemple? Quelqu'un a donné cet exemple-là, je crois que c'était vous, M. Bourrel.
possible. Et quelle est l'estimation du COP à 5 degrés? Je vous avoue que la question, j'ai un peu de la peine à la comprendre. Oui, j'ai aussi de la peine à répondre. D'accord. ok. Donc, Alors, le COP d'une pompe à chaleur, c'est ce qui représente son efficacité. Et à chaque, ce qu'on appelle point de fonctionnement, le COP est différent. C'est-à-dire que la même machine ne va pas avoir la même efficacité si elle utilise de l'air à 0 degré et qu'elle fait de l'eau chaude à 40 degrés, à 50 degrés ou à 60 degrés. Donc, vous dire de tête, le COP de la machine que j'avais choisi à plus 5 degrés, j'en suis franchement incapable. Il me faudrait l'aide de mon catalogue technique et ce serait un petit peu long. d'accord. Mais l'ordre de puissance, on était sur une dizaine de kilowatts. D'accord. Monsieur Glauser, une personne qui s'appelle Anne-Dominique Bréa de la Neuville aimerait passer au solaire les pompes à chaleur pour remplacer le mazout, donc c'est déjà une bonne nouvelle, pour la route de Bienne, numéro tel et tel, tel et tel. Et ce sont des bâtiments qui sont dignes de protection par les monuments historiques. Alors, comment cette personne doit procéder? Est-ce qu'il y a des limites qui sont mises par rapport justement à cette protection du patrimoine, bâtiments historiques, etc.? Ouais, c'est toujours. On a plusieurs des bâtiments comme ça avec bâtiments historiques. Et là, comme j'ai déjà dit, je connais pas le cas ici, mais c'est toujours bien de prendre conseil d'un expert qui va vraiment voir sur le site, voir les bâtiments et qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les systèmes préférés pour cette adresse. Monsieur Juvet, vous êtes certainement déjà confronté à cette problématique-là, justement, de ces bâtiments historiques, etc. C'est un problème récurrent? Il y a des solutions quand même? Bien... Oui, alors sur certains bâtiments, on ne pourra peut-être pas mettre d'énergie solaire. Sur ces bâtiments, ces bâtiments ne sont peut-être pas très bien isolés au niveau des façades, ou peut-être pas du tout isolés au niveau des façades. Donc ça, il faut prendre ça comme un acquis, hein. On ne peut pas changer cette solution-là. Et puis après, comme on a dit, si on ne peut pas diminuer la consommation, eh ben, il faut couvrir les besoins par du renouvelable. Donc il faut couvrir les besoins par du renouvelable le plus possible, voire à 100%. Et puis dans certains cas, sur ces bâtiments-là, une pompe à chaleur aéro n'ira peut-être pas du tout. Alors si on peut faire un forage géothermique, on va plutôt se rabattre sur une pompe à chaleur sol-eau. Et puis si on a de la place et envie, on peut faire un système de chauffage aux pellets. D'accord. Et pour ajouter là, si on parle d'un objet comme ça qui est vieux et c'est protecté, peut-être on peut toujours aussi parler avec le Denkmalpflege. Peut-être c'est que protecté par la, comme on a dit, la hulle. Oui. Et dedans, on peut faire des choses, on peut faire des rénovations. C'est pas le chose, c'est pas tout pour tout le bâtiment entier. Donc c'est cas en cas finalement, cas comme en chaque cas, fois, de voir s'il y a des possibilités. D'accord. Très bien. Monsieur Juvet, j'ai encore une question. Vous en avez déjà un petit peu parlé dans votre présentation, mais là, c'est une question qui émane de Sébastien Glatt de Ligertz. Le conseiller en énergie se contente-t-il de donner des informations par téléphone? Vous avez dit principalement. Ou est-ce qu'il vient également visiter des bâtiments? Vous avez dit oui, peut-être. Oui. Dans quel cas vous diriez, ah, là, le coup de fil, ça ne va pas suffire, l'email, ça ne suffit pas, il faut qu'on aille sur place? Alors, dans un cas qui se justifie, c'est-à-dire que le téléphone est très utile pour juger si la réponse concrètement, peut être donnée. Le téléphone, je dis, écoutez, monsieur Juvet, voilà, j'ai un système de chauffage à gaz, voilà, comment je peux faire quoi ça? Alors, on a un entretien qui peut être assez long, où je pose beaucoup de questions. Voilà, quel est l'âge de la maison, l'âge de la chaudière, l'âge du capitaine, le système de radiateur ou chauffage au sol, est-ce qu'il y a des rénovations qui ont été faites, est-ce que c'est isolé quelque chose ou pas, etc. Et après, on arrive vite à cerner si une solution s'impose comme ça, simplement par téléphone, c'est aussi très courant, hein, ça s'impose. Ou bien alors, si vraiment là, il y a plusieurs possibilités, il y a le choix, on est dans le doute, il faut aller sur place et voir des questions bien pratiques au niveau de l'implémentation, au niveau des volumes disponibles, etc. D'accord. Donc, on étudie d'abord sur dossier, entre guillemets, ou par téléphone, et puis après, si nécessaire, sur site. Très bien. Est-ce que je peux... Monsieur, le micro va venir, monsieur aussi. Monsieur aussi. Alors, et madame aussi, c'est parfait.
Madame, Messieurs, bonjour. Je vous remercie déjà pour vos exposés. Et j'aurais la question suivante. On a parlé tout à l'heure du côté hybride entre le photovoltaïque et éventuellement les pompes à chaleur sol-eau, si je ne m'abuse. On parle de l'hybride, cela signifie que le photovoltaïque seul, donc sur une maison individuelle, ne suffirait pas, peut-être par sa puissance, à chauffer la maison comme il faut pendant toute la saison froide qui chez nous dure pratiquement, enfin dans le Jura bernois, dont je suis, dure à peu près 8 mois par année. Est-ce cela le gros problème ou est-ce que le problème est un problème financier parce que le système photovoltaïque, avec les changements qu'il implique, est sensiblement plus cher que les prix que M. Borel nous a présentés tout à l'heure? Je sais pas moi qui vais répondre, ça je vous le garantis. Par rapport aux installations solaires, donc une installation solaire photovoltaïque qui produit de l'électricité, ce n'est pas un système de chauffage. Donc c'est jamais un système de chauffage en tant que tel. On ne peut pas remplacer sa chaudière à mazout par une installation solaire photovoltaïque. L'installation solaire photovoltaïque, son seul but, c'est de produire de l'électricité qu'on va utiliser le mieux possible selon les cas. Donc ça peut être peut-être couplé à une pompe à chaleur ou pas. Mais ce n'est pas le solaire qui va résoudre le problème du chauffage, alors que le problème du chauffage, c'est plutôt l'hiver, c'est plutôt quand il fait nuit aussi, c'est plutôt quand il fait froid et qu'il y a de la neige, etc. Donc le solaire ne va pas être capable d'approvisionner en direct une installation de chauffage. Si on prend cet exemple, peut-être, il y a des solutions aujourd'hui où les clients choisissent d'avoir des panneaux solaires et une pompe à chaleur. La réalité, c'est qu'aussi les panneaux solaires ils produisent de l'électricité quand il fait chaud ou quand il fait beau. Et en général, l'électricité, on en a besoin en hiver. Quand les pompes à chaleur, elles ont besoin de pouvoir exploiter toute leur puissance. Et là, dans ce contexte-là, finalement, dans la période du printemps-automne, on va pouvoir avoir une part conséquente de l'électricité photovoltaïque créée par la toiture qui puisse être utilisée par pompe à chaleur. Mais après, le client, sauf s'il a une maison avec une très faible puissance ou s'il a une capacité d'autonomie, une batterie par exemple en plus pour stocker l'électricité, aura aussi besoin de l'électricité du réseau pour alimenter sa pompe à chaleur en hiver. Mais globalement, la pompe à chaleur permet de valoriser toujours une partie de l'énergie électrique produite par des panneaux photovoltaïques, qui soient simples ou qui soient hybrides. D'accord. Mais ça reste toujours une partie de l'énergie primaire nécessaire pour la pompe à chaleur et en principe jamais la totalité. On a entendu beaucoup d'hommes parler, j'aimerais bien qu'on adresse le micro à madame qui est juste tout devant. Et puis comme ça, on aura une question ici, après il y aura monsieur Deguerre et je crois encore par là. Voilà. Non, ici. Madame, voilà. Voilà, merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. Super bien. Moi, j'habite Saint-Imier, au centre du village. J'ai un bâtiment sur 4 étages, à chaque étage un appartement. J'ai un chauffage au mazout. Il y a 2 ans, j'ai dû changer le toit, le rénover. Et la partie sud, on a mis des panneaux photovoltaïques intégrés. Et on avait calculé qu'on aurait par année 11, combien? Comment est-ce qu'on dit? 11 kilowattheures. 11 kW de puissance sur l'installé 11 000 kWh. Ah, pour l'année? Peut-être 11 000 Peut-être kWh. 11 000 pour l'année, oui. 11 000 kWh Voilà, pour l'année. pour l'année. Bon. Alors, on a atteint ce but. C'est en ordre. Bon, c'est pour le réseau d'électricité. Puis j'ai un chauffage à mazout avec une réserve pour 10 000 litres de mazout. Qu'est-ce que je fais? Au prix du mazout aujourd'hui, est-ce que c'est bien de mettre une pompe à chaleur ou bien des pelés? Alors, madame veut repartir ce soir avec la réponse. Qui Est-ce prend ce qu'on risque? pas chaleur pour elle? Merci, madame, pour votre question. La première des choses, c'est d'arriver à déterminer quelle est la puissance nécessaire pour chauffer votre bâtiment maintenant avec la rénovation du toit, où je pense que vous avez aussi rajouté de l'isolation thermique, donc ce qui a dû faire baisser déjà la consommation du bâtiment. Et puis après, suivant la puissance dont vous avez besoin pour le chauffage, il faudra trouver les options techniquement réalisables pour vous. Si vous êtes plein centre de ville de Saint-Imier, je
pense déjà qu'une pompe à chaleur Aéro, ce sera quelque chose qui ne sera pas envisageable. Il faut de la place à l'extérieur, il faut dans l'idée aussi pas avoir des voisins trop proches à cause du problème de bruit. Je pense que ça sera possible. Est-ce que des forages sont possibles à Saint-Imier ou pas? Je ne pense pas. Non. Donc dans ce cas-là, les pompes à chaleur sont a priori quelque chose qui ne vont pas être adaptés pour vous. Donc si vous voulez un moyen écologique de vous chauffer, à ma connaissance, en tout cas, je vois que le pellet. Oui, parce que je pourrais utiliser le volume. Voilà, pour stocker les pellets à la place de votre stockage de mazout actuel. Ouais. Il faudrait changer un chaudier. Oui. Alors ça, je pense que vous parlerez justement de ces cas-là, vous parlerez peut-être en parallèle après. Madame, vous avez l'information, le pellet. Ça peut être la solution. À voir. Vous aurez l'occasion de discuter avec un de ces messieurs après. Monsieur, maintenant, on vient avec vous pour vos dernières questions du public pour l'instant. Voilà, ça vient. Qu'est-ce que le hein? Si on les file. Oui, bien le bonjour. Vous oubliez, par exemple, Jenny à Oberburg, qui fait des maisons thermiques avec des capteurs thermiques pour toute l'année. Ça n'a pas été mentionné. J'espère que je puisse le mentionner, puis qu'on essaye aussi d'aller dans cette direction, évidemment. C'est toujours valable pour des nouvelles constructions. Mais c'est des solutions où vous chauffez votre maison, et il a réussi, et il a toujours diminué ses récepteurs, qui sont devenus plus petits, parce que d'abord, on se moquait de lui, ça ne va jamais jouer ton truc. Finalement, la première maison qu'il a faite, il a pu, en fin de saison, encore alimenter une piscine dehors, tout le monde s'est baigné. Ce que vous avez oublié aussi, c'est clair que si je vois Macolin et toutes les petites maisons qu'il y a dans la forêt, vous ne pouvez pas mettre des éoliennes. Par contre, si vous approchez de la commune de Peterlen, où j'habite, la montagne de Bougeant, à part un peu plus loin que le restaurant, il y a encore un paysan. Si vous lui donnez un petit peu d'argent, il sera content aussi. Ce serait possible de mettre des éoliennes et ça nous baisserait les impôts à Peterlen. Il y a aussi, j'ai parlé avec le maire de Lamboin, il a voulu faire des éoliennes au Mont-Sujet et il m'a dit on les met toutes sur la commune de Lamboin pour pouvoir baisser les impôts, mais il n'a pas encore réussi. À Grange, il y a 20 ans qu'ils luttent, maintenant ils arrivent à mettre des éoliennes. Vous n'avez pas besoin de me donner une réponse, je suis un petit peu long. Il y a encore une question que j'aimerais, ou là où j'aimerais une réponse. Pour les chauffages à distance, vous avez donc une conduite aller, une conduite retour. Maintenant, il y a des gens qui aimeraient avoir de l'eau chaude aussi par distance. Et en même temps, en été, parce qu'ils aimeraient se doucher un petit peu tiède ou un petit peu chaud, et ils aimeraient en même temps être refroidis par le lac de Bienne. Alors, elle est où la solution? Alors, je vais permettre de répondre par partie chauffage à distance. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour pouvoir construire un réseau, il faut qu'il y ait un minimum de besoins, et c'est valable autant pour la chaleur que pour le froid. Et c'est pour ça qu'en général, la plupart des réseaux de Bienne que j'ai montrés, il y a finalement suffisamment de besoins de chaud pour justifier la création d'un réseau de chauffage, mais pas forcément pour réaliser un réseau de froid. Je vais donner deux exemples. Le cas du réseau du lac de Bienne, donc celui qui est en cours de réalisation, on va avoir une fourniture de froid. Mais les besoins sont tellement ponctuels que pour réussir à le fournir avec un tarif qui soit aussi intéressant qu'une solution individuelle de climatisation, de refroidissement et autres, qu'on va finalement construire des conduites de froid pour relier ces principaux points. Et si un client, bien sûr, sur le trajet est intéressé, on peut le fournir. Par contre, attaquer par exemple un quartier résidentiel où les besoins vont être trop faibles, on ne sera pas en mesure de... Techniquement, c'est faisable, mais si on propose un tarif qui serait, je ne sais pas, 2-3 fois supérieur à une solution individuelle, ça n'aurait pas de sens. Donc, dans ce texte-là, on ne le fait pas. Par contre, il y a un autre projet, donc le projet qui a été noté Stadtarchiv ou Stadtzentrum. C'est un projet où là, il y a un besoin assez dense de froid, et dans ce cas-là, le réseau n'est pas forcément une conduite aller et retour avec des températures de 75 degrés et 45 degrés, mais par contre, ça va être un réseau où l'eau va circuler à environ 14 degrés. Et puis, chaque client aura chez lui, finalement, soit une micro-pompe à chaleur qui va extraire l'eau de ce réseau, soit un système de radiateur qui va permettre d'utiliser du froid. Et dans ce cas-là, le client a des possibilités.
une fois de plus, dans le cadre du contexte de Bienne et des besoins et de leur localisation, il y a aujourd'hui uniquement dans cet endroit où on considère que ça peut être possible avec un tarif intéressant pour les clients. Ce que je peux encore compléter pour terminer les explications, c'est qu'on a aussi prévu chez ESB, pour l'instant on est en train de regarder, pour planifier une étude qui analyse les besoins de froid aujourd'hui, mais aussi à l'avenir, pour voir si proactivement on ne doit quand même pas considérer certains réseaux de froid pour les 10-20 ans à venir. Et moi, je vous rassure juste, monsieur, les systèmes, les solar tanks de Yanni, c'est quelque chose qu'on considère aussi dans nos analyses. Ça m'arrive souvent de les conseiller aussi sur les maisons qui s'y prêtent. Très bien. Merci pour ces explications. J'ai encore 2-3 questions avant d'arriver presque déjà au terme de ce podium. C'est très intéressant. On a beaucoup de questions aussi qui viennent du chat, avec de nouveau Jacques Zé qui est de retour. Le rendement énergétique de la pompe à chaleur RO est-il nettement meilleur si la pompe à chaleur est installée à l'intérieur? C'est adressé à vous, M. Borel, cette question. Non, ça joue aucun rôle. Ce qui joue sur ce fameux coefficient de performance, c'est la température, ce qu'on appelle la source primaire, dans ce cas-là l'air. Et l'air, avec les débits qu'on a à la même température, si je le prends à l'extérieur et que je l'utilise à l'extérieur, ou si je l'amène dans la maison au travers d'une gaine dans ma pompe à chaleur, je le refroidis et je le renvoie dehors. C'est la même chose. D'accord. Et puis il y a aussi une question un petit peu toujours en relation avec ces pompes à chaleur. Les émissions sonores, il y a des fois des voisins qui viennent dire que je vais mettre une pompe à chaleur. C'est, attention, ça va faire du bruit. Ça dépend. Est-ce que les émissions sonores des pompes à chaleur sont toujours un sujet de préoccupation? Est-ce que c'est de plus en plus silencieux? Est-ce que l'avenir va nous aussi réserver des belles surprises? Oui, alors c'est ce que j'ai mentionné un petit moment dans ma présentation, c'est les machines qui ont le plus évolué techniquement ces dernières années. On a des machines maintenant pour des villas qui sont extrêmement silencieuses. Les cantons nous autorisent un maximum d'émissions sonores à ne pas dépasser. On ne pouvait pas mettre un ventilateur trop gros à l'extérieur de la villa, ça ne serait pas autorisé. Et on a, nous, par exemple, chez Oval, des machines, mais on n'est pas les seuls, des machines qui, à 5 mètres de distance de la pompe à chaleur, ne dépassent pas les prescriptions autorisées par les cantons. Donc, 5 mètres, de manière habituelle, c'est la distance minimum entre votre maison et votre limite de propriété. Logiquement, le voisin de l'autre côté a aussi 5 mètres, donc il y a 10 mètres de distance. On a des solutions maintenant. D'accord. Je préciserai juste qu'il n'y a pas de problème parce qu'en fait, il y a une procédure d'autorisation qui doit être faite dans le cadre de ce projet. Et la preuve de la limitation des nuisances sonores doit être apportée de cas en cas, selon l'implantation, les distances et le cas précis. Donc de toute façon, soit ça passe parce que c'est conforme, soit c'est refusé. Alors, encore une question qui vient du chat. C'est pour M. Glauser, ça va de M. Jean-Paul Mercera. Faut-il effectuer le CECB ou CECB+, avant ou après le remplacement d'un chauffage mazout par une pompe à chaleur? C'est pas le CECB+, mais on peut faire un CECB après une actualisation de le CECB après. On doit faire le CECB après travaux pour pouvoir toucher la... Exact. Donc, ça répond à la question de M. Mercera. Merci de l'avoir posé. C'est bien ce chat, parce qu'après, ça efface directement la question. Merci, la technique. Très bien. La subvention déjà garantie pour le remplacement du chauffage au mazout peut-elle être prolongée? Donc, on a parlé là, quand on peut sur une subvention. On n'a pas parlé de la prolongation, mais comme j'ai dit, normalement, une prestation à subvention est pour ça existe pour 3 ans. Mais si on a un problème et on a des raisons pour prolonger, on pouvait nous contacter, nous, chez notre office, et puis on prolonge au maximum pour autrefois 2 ans, ça veut dire pour 5 ans. C'est le maximum. D'accord, c'est déjà pas mal. On peut vraiment demander chez nous avec des raisons. D'accord. J'ai encore quelques questions, mais que je peux un petit peu condenser ou bien même donner presque moi-même la réponse. Comment remplacer mon chauffage au mazout à d'autres technologies à moindre coût? Prenez contact avec l'expert qui verra avec vous la meilleure des solutions, avec des coûts aussi réduit que possible. Par contre, Olivier, un chauffage à distance est-il envisageable à Orpont, brièvement? Alors, ça a été considéré. Ça a été considéré, il a été prévu de pouvoir accorder 2 des écoles. Et finalement, donc, le projet a été présenté, puis il a été finalement décidé, on va dire, par les écoles de choisir une autre solution, et ce qui fait que ça n'a pas eu lieu. Mais c'était un contexte où, justement, une zone de plus où ça aurait été réalisable.
Très bien. C'était une question de Michel Musy qui habite à Ourpont. Logique. Étonnamment. Étonnamment. Très bien. Qu'est-ce que j'ai encore comme question ici? Quel type de pompe à chaleur sont les plus efficaces et pourquoi? Ça, voilà, c'est selon aussi ce qu'il vous faut par rapport à votre habitation. La ville de Bienne dispose-t-elle également de subventions pour les rénovations? Je dirais non, actuellement, puisque sans ça, on serait à 28 millions. Le déficit. Donc, pour l'instant, non, mais vous l'avez aussi souligné, Daphné Ruffenhardt, pourquoi pas, hein? Donc, on ne peut pas dire simplement non comme ça. C'est une question qui venait de Gabriel Schaffer de INS. Quel type de pompe à chaleur sont les plus efficaces? Là, encore une fois, ça dépend aussi de chaque cas. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les différents experts. Je signale aussi, vous l'avez dit, M. Glauser, en début de ces interventions, que vous allez recevoir toutes ces informations aussi par email. On va encore prendre une question pour terminer ce podium de discussion. Encore une question, puis après, je vous laisse prendre un petit peu le pouls avec les intervenants à l'occasion de l'apéro. Monsieur, kunt u notre microphone gaan? Merci. Oui, bonsoir, monsieur le chair de Bienne, bonsoir. Madame, messieurs. Je n'ai pas vraiment une question, j'ai plutôt une remarque. J'ai pu assister à tous les climatalks en langue allemande, maintenant en français. Je vous remercie pour toutes ces informations. On nous a donné beaucoup de clés de comment procéder avec les expertises, avec les explications techniques sur le pellet, sur les pompes à chaleur et tout ça. Mais moi, il y a un paradoxe qui me vient en pleine figure, c'est qu'on ne veut pas se donner vraiment les moyens d'aboutir à tout ça. Parce qu'on entend que des chauffages à distance sont interrompus, on entend que la ville de Bienne n'a pas les possibilités pour aider, on entend aussi qu'on a des projets de Paris 2050, Bienne 2040. Si on veut arriver à trouver une issue énergétique aux problèmes qu'on a, il faudrait, au niveau politique, se donner les moyens financiers d'y arriver. Et là, je vois qu'on est dans une impasse et qu'on propose finalement plein d'options, mais financièrement, ça ne suit pas. Donc c'est plutôt une remarque, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque que j'ai en ayant écouté toutes ces informations pratiques, utiles, techniques, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une priorité. Que pour la ville de Bienne, pour le canton de Berne, les subventions dont on parle sont finalement insuffisantes et on demande finalement aux propriétaires à mettre l'argent sur le tapis pour faire toutes ces rénovations. Et c'est plutôt un peu un constat d'échec. Je trouve dommage qu'on n'arrive pas à voir l'essentiel qui est de trouver une solution énergétique commune avec l'appui de la politique. Merci pour cette question qui est hautement intéressante, qui n'est pas une question, qui est une remarque et qui effectivement va dans ce sens-là. Il faut se donner les moyens de faire en sorte qu'en 2050, si possible même encore avant, qu'on puisse trouver les bonnes solutions. Effectivement, je n'ai pas les réponses. Je pense qu'ici, on n'a pas la réponse non plus. On prend débattre longtemps. C'est vrai que le monde politique, Daphné, que vous représentez aussi, puisse mettre... je ne dis pas la main à la poche, parce que ce n'est pas eux qui vont payer directement, mais trouver des solutions qui font en sorte qu'effectivement, on est un petit peu plus vite dans tous ces changements, en fait. Ce n'est pas le service environnement de la ville de Bienne qui va contredire. C'est sûr, ça c'est certain. Oui. C'est pas facile à répondre en français pour moi, c'est mieux dans ma langue maternelle, mais quand même je vais expliquer un petit peu, ou je vais essayer d'expliquer un petit peu. Vous avez totalement raison, mais c'est un petit univers, le truc d'atteindre le but. Parce que si on donne que plus de l'argent, on n'est pas des spécialistes, les fournisseurs de les systèmes n'arrivent pas à produire les systèmes, on n'a pas assez des personnes compétentes pour installer les systèmes. C'est pour ça que je dis, c'est pas que l'argent qui aide, c'est aussi toute l'univers ou toutes les bereiche qui peut travailler, tous les offices, etc. Oui. Tous les offices qui peuvent travailler ensemble pour atteindre le but. Mais la remarque est absolument justifiée. Je pense que personne n'aura rien à dire de négatif par rapport à cette remarque. Un grand merci d'avoir participé. J'aimerais que l'on applaudisse avec énergie, pour terminer sur cette note d'énergie, mes intervenants, Daphné Ruffenhardt, Jean-Luc Juvet, Olivier Rameler, Christophe Borel, ainsi que Christian Glauser. Que vous le sachiez donc, je le redis encore une fois, aussi bien vous qui êtes à la maison, merci de nous avoir suivis, que vous qui êtes ici rassemblés, vous allez recevoir un lien avec le contenu des différentes interventions, que les présentations qui ont été communiquées. Si vous désirez
continuer avec ces thématiques. Il y a l'électromobilité dans mon immeuble, qui est un thème qui sera choisi, respectivement présenté le 1er juin. Ce sera en allemand. Donc, si on a quelques bilingues ici, vous allez pouvoir vous rendre à Burgdorf. Donc, la possibilité pour vous de vous mettre encore plus à jour par rapport à cette thématique. Et puis, si vous me permettez, si tu me permets, allez, on va présenter maintenant le prochain intervenant qui s'appelle Monsieur Apéro. Voilà, c'est ça. J'ai dit le déroulement de ce dialogue, c'est toujours le même. Et puis, j'ai pas dit avant, c'est toujours un troisième part, c'est l'apéro. J'aimerais bien vous inviter, ceux qui ont le temps, le plaisir de vous inviter devant de cette salle pour un apéro. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et vous qui êtes à la maison, merci également et bonne semaine à vous. Merci. Merci.